Chronique Siliane, livre 2, Le maître de l'oracle. Chapitre 7, Arrivée impromptue. Perturbée par le songe qu'elle faisait, Nadioska se retourna nerveusement dans son lit. Un petit objet en forme d'enclume, dont la base était constituée d'un diamant magnifique, pivotait sans cesse sous ses paupières closes. Elle avait l'impression de voir cet objet depuis qu'elle s'était couchée et elle n'arrivait pas à savoir si elle dormait ou bien si elle rêvait éveillée. « Il va bientôt venir », affirma une voix dans son esprit. « Une fois là, vous serez enfin au complet. Alors, il faudra commencer votre quête. » « Une quête ?» demanda-t-elle. « Tu parles dans ton sommeil maintenant » fit quelqu'un railleur à côté d'elle. Elle ouvrit brusquement les yeux en sursautant. Jade était assis sur son lit et la regardait, un sourire moqueur sur le visage. « Tu sais que tu as dormi presque 10 heures d'affilée » affirma-t-il d'un ton narquois. Limite subversif, quand même. Oh, arrête avec ça, ça va vite devenir pénible, et puis d'abord, j'ai passé une mauvaise nuit, répliqua-t-elle boudeuse en se relevant. Raconte-moi donc ton rêve. Ils sont souvent assez particuliers. Nadioska haussa les épaules, vexée. Pour se faire pardonner, Jade entreprit de remettre un peu d'ordre dans les cheveux de la jeune femme, encore tout ébouriffée. J'ai eu la vision d'une petite enclume qui pouvait tenir dans la main, avoua-t-elle finalement, en partie amadouée. Quoi ? S'exclama-t-il. Je crois que tu es en train de perdre la tête. Nadioska fronça les sourcils et bouda de plus belle. Je suis sûre qu'il s'agit d'Orlim, affirma-t-elle avec force. Ah bon ? Orlim est une enclume ? Oh, mais qu'est-ce que tu es stupide, s'écria-t-elle en lui donnant une tape sur le bras. C'est Orlim qui m'envoie ses rêves. Et il m'a dit la phrase suivante, il va bientôt venir et une fois là, vous devrez commencer votre quête. Jade se figea et ouvrit de grands yeux. Qu'est-ce qu'il y a ? S'étonna Nadioska qui ne s'attendait pas du tout à cette réaction. Tu es sûr de cette phrase ? Demanda-t-il, soudainement devenu très sérieux. Oui, je l'ai entendue juste avant que tu ne me réveilles. Pourquoi ? Jade se mit brusquement debout comme si le matelas venait de l'expulser. Lève-toi et habille-toi. Il faut qu'on discute de ça avec Ilan et Iridris, ordonna-t-il. Si tu veux, mais pourquoi ? Tu verras bien si tu daignes sortir de ce lit. Nadioska soupira et obéit. Elle partit faire une toilette rapide dans la petite salle de bain réservée à son usage et à celui de Lige. Dans la chambre, elle pouvait entendre Jade qui marchait avec une certaine nervosité en attendant qu'elle se prépare. Quelle mouche l'a encore piqué ? Murmura-t-elle tout en s'habillant. Quelques minutes plus tard, il rejoignait Ilan et Iridris dans la cantine la plus proche. Tous deux buvaient ce qui semblait être des jus de fruits frais. « Bonjour Nad » s'exclama Ilan en arborant un grand sourire. Pour une fois, il n'avait pas choisi un rouge à lèvres vermillon, mais avait préféré une teinte plus claire, entre le rose pâle et l'orangé. « Cette couleur vous va très bien » signala Nadioska en pointant du doigt la bouche du Silian. « Merci, je peux vous prêter mes maquillages si vous le voulez » répliqua-t-il malicieusement. Nadioska se mit à pouffer. Elle trouvait plutôt amusante l'idée de partager avec un homme des objets habituellement réservés à un usage uniquement féminin. « Alors, pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici » demanda Ilan à Jade en reprenant une gorgée de jus de fruits. « Nad a quelque chose à nous annoncer » répondit Jade en s'asseyant. « Moi, mais j'ai rien à dire de spécial » riposta la jeune femme. « Répète-leur ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, le rêve, la phrase d'Orlim. » Oh, ça, elle haussa les sourcils, ne comprenant pas pourquoi Jade en faisait tout un plat. « Bien, alors voilà, » débuta-t-elle sans enthousiasme, « il va bientôt venir et une fois là, vous devrez commencer votre quête. » Ilan et Iridris posèrent leurs verres sur la table dans un même mouvement, et la regardèrent avec étonnement. « Quoi » fit-elle oscillant entre inquiétude et agacement. « Qu'est-ce que vous avez ? Je ne comprends pas où est le problème. Il s'agissait juste d'un rêve bizarre. » Non, je ne crois pas, affirma Jade. Nous avons déjà entendu cette phrase nous aussi. Tous les trois, Iridris, Ilan et moi. Et personne d'autre. Nadioska réfléchit quelques instants en fronçant les sourcils. Ça veut dire quoi ? Demanda-t-elle. Orlim vous a contacté ? Iridris secoua la tête négativement. S'il l'a fait,
dit-elle, il y a bien longtemps, car nous n'étions tous les trois que des enfants. Mais vous l'avez rêvé ou bien entendu pour de vrai ? Questionna Nadioska perturbée. Nous l'avons entendu, affirma Iridris, aussi clairement que nous vous entendons maintenant. Elle but une gorgée de son jus de fruits et reprit. Tous les trois, nous sommes nés à seulement quelques jours d'intervalle. Comme nous avions le même âge, nos parents avaient l'habitude de nous laisser jouer ensemble. Enfin, quand je dis « jouer », je veux dire que ces deux énergumènes passaient leur temps à créer des problèmes et que moi, j'essayais de les en dissuader. Nadioska regarda tour à tour Jade et Ilan et soupira. « Pourquoi je ne suis pas surprise ?» murmura-t-elle. Un jour sur Syl, reprit Iridris, alors que nous devions avoir un peu moins de 10 ans, et que nous avions décidé de partir à l'aventure en allant dans le petit bois qui se situait à côté de la ville, nous l'avons entendu. Elle marqua une pause, ses yeux dans le vague, comme si des années après, elle revoyait la scène. Il n'y avait que nous trois. Nous étions assis auprès d'un grand arbre, nous discutions de tout et de rien, et nous avons perçu cette voix, il s'agissait d'un homme adulte. Sur le coup, nous avons pensé que quelqu'un nous faisait une blague. Nous avons donc cherché celui qui venait de nous parler, mais nous n'avons trouvé personne. Nous n'étions pas très rassurés et nous sommes revenus en courant vers nos parents. Nous leur avons raconté notre mésaventure. Au début, ils n'y ont pas réellement prêté attention, mais comme nous étions effrayés et que nous refusions de retourner dans le bois, ils ont fini par nous prendre au sérieux. Ils ont demandé dans le Naal quel adulte s'était amusé à faire ainsi peur à des enfants. Mais personne ne l'avait fait, et maintenant vous le savez, on ne peut pas mentir dans le Naal. Sur Syl, il n'y avait que des gens de notre peuple, aucune personne extérieure n'avait jamais eu la permission de venir avant vous-même. Tout le monde était donc sûr que personne ne nous avait parlé dans ce bois. Iridris but une nouvelle gorgée de son jus de fruits. J'avais presque oublié cet incident, murmura-t-elle en reposant son verre. Cela fait tellement longtemps. Nadioska, qui avait écouté le récit d'Iridris avec beaucoup d'attention, se mit à réfléchir en fronçant les sourcils. Et qu'est-ce que tout cela signifie ? Demanda-t-elle au bout d'un moment. Cela veut dire que nous avons été choisis et que tous les quatre, avec quelqu'un d'autre, nous allons devoir partir à la recherche de quelque chose, affirma Ilan. Eh bien, tout cela semble limpide et précis, railla-t-elle. On est bien avancé maintenant. Patience, dit Iridris. Je pense qu'Orlim vous en dira plus au fur et à mesure. Je crois que ce qui se passe en ce moment est en tout point identique aux prophéties de la Céliane. Mais vous n'en êtes pas vraiment sûr ? Ce n'est donc pas décrit de façon claire ? Il ne s'agit que de prophéties, c'est-à-dire des suites de paraboles et d'allégories difficiles à déchiffrer. Il y a beaucoup d'interprétations possibles et personne, dans l'immédiat, ne se trouve en mesure de comprendre réellement vers quoi ces prophéties vont nous mener. Elles ne servent pas à grand-chose alors, s'exclama Nadioska. Elles n'ont peut-être pas été écrites pour nous, mais pour que d'autres acceptent nos futures démarches. C'est trop compliqué pour moi, conclut la jeune confédérée. Bon, et que fait-on à présent ? Nous patientons, affirma Ilan. Nous attendons que la 5e personne se signale à nous. Et nous allons parler de tout ceci dans le Naal, continua Iridris. Cette affaire ne doit pas rester uniquement entre nous. Nous devons mettre tout le monde au courant. Je te laisse leur expliquer, soupira Jade. Si c'est toi qui leur dis, ils auront moins de mal à l'accepter. La tempête semblait s'être légèrement affaiblie. Une accalmie du vent et un ciel plus dégagé annonçaient une journée plus agréable que les précédentes. Nethias, malgré sa situation de prisonnier, ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine joie. Enfin, il voyait Syl de ses propres yeux. Bien sûr, il aurait préféré que les Sylians et Jade soient là, mais malheureusement, au lieu de cela, il devait se contenter de la présence détestable de l'ordre nouveau. Il reconnaissait tout de même qu'il avait peu de plaintes à exprimer. Netona l'avait bien traité, il lui avait même attribué une chambre dans le palais Sylian. Il y avait passé la nuit, 2 gardes postés en permanence dans le couloir. À présent, il attendait patiemment, assis dans un fauteuil confortable, que quelqu'un veuille bien lui expliquer ce qu'il faisait ici. Le soleil s'était déjà levé depuis plusieurs heures lorsque la porte s'ouvrit. Il ne s'agissait que d'un membre de l'ordre qui lui apportait un plateau sur lequel était disposé un verre, une assiette et des couverts. Il déposa le tout sur une petite table et repartit, refermant derrière lui.
Nethias s'approcha et constata qu'on lui avait accordé un bien maigre petit déjeuner. Malgré tout, n'ayant rien mangé depuis la veille, il l'accueillit avec un enthousiasme certain, et prit son temps pour le consommer. De nouvelles heures d'attente s'écoulèrent, qu'il passa à observer le paysage par la fenêtre, ou bien à effectuer quelques pas dans le peu de mètres carrés à sa disposition pour se dégourdir les jambes. Vers 2 heures de l'après-midi, alors que la faim se faisait de nouveau ressentir, la porte s'ouvrit, laissant apparaître la silhouette inquiétante de Netona. « Suivez-moi » ordonna-t-il tout simplement. Puis, il tourna les talons et sortit de la pièce. Nethias, un peu surpris au premier abord, se dit que s'il voulait connaître la raison de sa présence ici, il aurait tout intérêt à lui obéir dans l'immédiat. Ainsi, sans échanger la moindre parole, ils traversèrent tous deux quelques-uns des couloirs du palais pour bientôt arriver près de l'entrée. Netona se posta à côté des cercles noirs peints sur le sol et se tourna vers Nethias. « À quoi servent ces dessins » demanda-t-il abruptement. « Aucune idée » répliqua Nethias en haussant les épaules. « Je vous préviens tout de suite, je suis peu patient. Quand je vous pose une question, vous avez tout intérêt à répondre, et à répondre la vérité. Je suis très bon pour détecter les mensonges. » Nethias baissa les yeux et regarda les formes géométriques. Les Silians étaient partis de toute façon. À quoi bon mentir ? Il s'agit de cercles de téléportation, avoua-t-il finalement. Netona plissa légèrement les yeux. « Comment fonctionne-t-il » demanda-t-il. En réalité, ceux-ci n'effectuent rien de particulier. D'après ce que les Silians m'ont expliqué, ces cercles noirs ne sont que des formes de signalisation. Ils signifient « Attention, ici, aire d'arrivée pour personne se téléportant ». Il s'agit d'un panneau « Défense de stationner », si vous voulez. Alors, on ne peut pas les utiliser ? Insista Netona. Nethias secoua la tête. Ils ne vous serviront à rien. Les Silians voyagent grâce à leur faculté mentale. Ni vous ni moi n'en sommes capables. Netona eut un petit rictus, puis il se dirigea vers la porte d'entrée du palais, et de nouveau, commanda à Nethias de le suivre. Ce dernier obéit après une brève hésitation. Le numéro 2 de l'ordre les conduisit à travers plusieurs rues, où aucun soldat ne se trouvait présent. Malgré l'accalmie, le vent soufflait suffisamment fort pour entraver la progression des deux hommes. Le sol était presque uniformément recouvert d'un mélange de sable, de terre et de poussière que les rafales constantes ne cessaient de charrier. Au bout d'un moment, Netona s'arrêta au milieu d'une voie, et du pied il dégagea une zone. Les pavés apparurent bientôt, ainsi que des cercles rouges. Nethias s'approcha. Jade lui avait expliqué leur signification, et il savait que là, les choses étaient différentes. Discrètement, il jeta un coup d'œil vers les murs qui bordaient la rue. « Vous cherchez le panneau de commande » demanda Netona avec un léger sourire. « Le quoi » tenta Nethias. Netona eut un nouveau rictus et s'avança vers une des parois. Il entreprit de dégager des pierres, dévoilant peu à peu des touches bleutées sur lesquelles on pouvait apercevoir la fine écriture siliane. « Ce panneau » répondit alors Netona. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. »« Vous mentez. » Après un léger temps de réflexion, Nethias soupira. Il ne pourrait jamais lutter contre quelqu'un qui avait la faculté de savoir si on lui disait ou non la vérité. Il décida de tout avouer. Oui, il s'agit bien de commandes pour un système de voyage mécanique. Les Silians apprennent à se téléporter lorsqu'ils ont atteint l'âge adulte. Pour les enfants et les adolescents, il y a ces dispositifs qu'ils ont pris l'habitude d'appeler mécaniques, bien que je pense qu'il n'y ait rien de réellement mécanique là-dedans. Comment ces téléporteurs fonctionnent-ils ? Je ne possède pas les compétences qui pourraient vous expliquer comment ils marchent de façon effective, je sais juste qu'il faut rentrer l'adresse de destination sur le clavier, et pour couper court à vos futures questions, je vous signale que je ne connais aucune de ces adresses. Nethias semblait dire la vérité et Netona en fut déçu. Il s'était attendu à ce que cet homme lui apporte sur un plateau la solution à son problème. Au lieu de cela, il allait maintenant être obligé d'abandonner son plan contre les chercheurs et de collaborer avec eux. Les choses ne tournaient pas comme il l'avait escompté. Il reporta son attention sur les touches bleues, presque résigné à laisser tomber. En observant le clavier silian, son intuition habituelle se réveilla, faisant ressurgir l'espoir. « Vous savez lire ces caractères, n'est-ce pas » demanda-t-il à Nethias. « Oui,
Plus ou moins, répondit Nétias. Je connais quelques-uns de ces symboles, mais je ne vois pas à quoi cela va vous servir. Ne vous occupez pas de cela. Contentez-vous de me dire comment on prononce chacune de ces lettres. Nétias haussa les épaules. Quel mal cela pouvait-il faire? Jamais le lieutenant ne pourrait en déduire une adresse quelconque de toute manière. Alors que Netona indiquait les touches une à une, Nétias articulait à haute voix le son auquel elles correspondaient. Une fois l'exercice terminé, Netona afficha un sourire radieux. « Vous avez été d'un grand secours », affirma-t-il. « Je ne comprends pas », avoua Nétias. « Je n'aurais probablement jamais trouvé sans vous. » « Trouvé quoi ?» L'adresse de leur vaisseau cité, leur Vakniel, s'exclama Netona triomphant. Machinalement, Nétias recula. Qu'avait-il fait? Lui avait-il donné cette adresse sans le savoir? Il observa de nouveau les touches. Il était au courant qu'il fallait en utiliser 6 pour chaque lieu particulier. Toutes les lettres du nom de l'immense bâtiment volant se situaient là, le V, le A, le K, le N, le son IE qui correspondait à un seul symbole dans la langue siliane et finalement le L. En tout 6 touches. Nétias sentit un frisson de peur lui parcourir la nuque. Il venait de fournir à l'ordre le moyen de débarquer sur le vaisseau cité. Il secoua la tête, refusant cette idée. C'est probablement plus compliqué que cela, dit-il à Netona d'une voix peu assurée. Vous avez fait une supposition, mais rien ne vous dit qu'il s'agit de la bonne. Exact, avoua Netona. Une simple hypothèse dans l'immédiat. Mais la meilleure façon de savoir si elle est correcte, c'est encore de la tester. À présent, Netona entendait clairement la déesse dans son esprit. Vas-y, murmurait-elle. Rejoins le Vakniel. N'hésite pas, ton destin est en marche, tu dois le faire. Incapable de résister à cette puissante suggestion, il sortit de dessous sa cape un fin poignard dont il plaqua le tranchant contre la gorge de Nétias. Vous allez composer l'adresse et nous allons nous téléporter sur leur vaisseau. Et si votre supposition est fausse, tenta le vieil homme. Nous risquons tous les deux de mourir. Dans ce cas, cela réglera définitivement nos problèmes à tous les deux. Et si elle se trouve correcte, que ferez-vous une fois sur le vaisseau cité? Il y a plusieurs millions de Silians. Comptez-vous les combattre seuls? Je ne comprends pas vos motivations. Elle ne regarde que moi. Vous êtes mon prisonnier et je vous tuerai s'ils ne nous renvoient pas ici. Je ne les connais pas beaucoup, mais je crois qu'ils ne vous sacrifieront pas et préféreront nous relâcher. Une fois revenus, j'enverrai tous les soldats présents sur cette planète envahir leur Vakniel, et vous vous situerez aux premières loges pour assister à la fin de vos Silians adorés. L'annonce d'Iridris dans le Nahal avait provoqué de nombreux remous et depuis, cette mystérieuse quête était devenue le principal sujet de conversation, chacun y allant de sa propre théorie. Certains Silians en avaient presque oublié la situation actuelle, et notamment le rendez-vous avec le gouvernement de Krigal. Dvalim, qui lui préférait s'en tenir aux faits, avait décidé de réunir sa délégation dans le hangar, une demi-heure avant la nouvelle rencontre, afin de mettre à plat certains détails. Nous ignorons pourquoi Praxol nous a demandé de revenir, commença-t-il en s'exprimant à voix haute. Mais au vu des circonstances, et surtout de la culture et des habitudes de ce peuple, je souhaiterais que vous vous comportiez de manière correcte afin de faire honneur au reste des Silians que vous représentez. Bien que Dvalim n'ait rien dit pour désigner quelqu'un en particulier, Jade se renfrogna, prenant cette remarque pour lui seul. D'accord, on va éviter d'être subversif, ronchonna-t-il. La délégation Siliane prit alors place dans la navette. Jade, qui s'était naturellement assis aux commandes, fit décoller l'appareil et le dirigea vers Krigal, que les Silians, dans leur ensemble, avaient de façon spontanée surnommée la planète de cristal. Contrairement à ces derniers jours, Nadioska ne s'était pas connectée au Nahal. Plongée dans ses pensées, elle essayait de comprendre l'étrange rêve qu'elle avait fait la nuit passée, ainsi que les révélations de ses 3 amis. Le tumulte dans le Nahal se trouvait tel qu'au lieu de l'aider, il l'empêchait de réfléchir convenablement. Dvalim, qui l'observait discrètement depuis le départ de la navette, finit par s'enquérir de ce silence. « Quelque chose vous préoccupe, mon enfant ?» demanda-t-il de son habituelle voix douce. Brusquement sortie de ses pensées, elle ne sut pas quoi répondre, et bredouilla quelques mots sans signification. « Depuis tout à l'heure, vous ne dites rien,
et vous ne vous êtes même pas connecté au Naal alors que vous adorez cela, constata Dvalim. Si quelque chose vous trouble, je peux peut-être vous assister. Nadioska jeta un coup d'œil à Iridris assise à côté d'elle. Cette dernière, comprenant qu'il s'agissait plus ou moins d'un appel à l'aide, prit la parole. Ce matin, nous avons parlé ensemble de cet Orlim, expliqua Iridris. Ah, oui, je suis au courant, soupira Dvalim. L'histoire de cette quête se répand et envahit tout le Naal. Il semblerait que l'avenir risque de nous réserver quelques surprises, affirma Iridris. Et quel genre à votre avis, demanda Dvalim circonspect. Nous n'en savons rien pour le moment, avoua la Siliane. Mais quelque chose me dit que nous en apprendrons beaucoup plus dans peu de temps. Sur Krigal ? Il ne s'agit que d'une intuition, hésita Iridris. Toutefois, l'attitude de Praxol, le fait que Nadioska ait fait ce rêve particulier cette nuit même, je pense que ce n'est pas un hasard. La seule chose que nous avons à déterminer maintenant c'est l'identité de la 5e personne. Il va falloir la trouver, à moins qu'elle ne vienne à nous d'elle-même. J'imagine que vous savez ce que vous faites, murmura Dvalim. Pour ma part, je n'ai jamais apprécié cette histoire de voix entendue dans les bois. J'ai toujours pensé qu'il y avait une autre explication. Faire le lien entre ceci et les prophéties de la Céliane, c'est s'engager sur des conclusions un peu trop hâtives. Enfin, on verra bien ce que le futur nous réserve. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, affirma Iridris en ponctuant sa phrase d'un sourire. Dvalim reporta son attention sur le paysage qui s'étendait au dehors. La navette effectuait son approche et les immenses bâtiments de verre devenaient maintenant bien visibles. Quelques minutes plus tard, la délégation atterrissait sur la grande place, sous les yeux des curieux qui étaient venus encore plus nombreux que la veille. Alors que Dvalim posait un pied à terre, une section de soldats arriva au pas de course, entourant le vaisseau étranger, et gardant en joue les Silians qui en sortaient. Visiblement, ils n'ont toujours pas confiance, nota Jade en passant par le Naal. Dvalim ne répondit rien et se dirigea vers le palais suivi de près par Iridris, puis Nadioska et Jade. Les militaires se divisèrent en 2 groupes distincts, l'un restant non loin de l'engin Silian, l'autre talonnant la délégation. Malgré la foule présente, un silence étonnant et presque irréel régnait sur la place. C'est impressionnant, s'exclama Nadioska qui s'était reconnectée au Naal. Ça me donne des frissons dans le dos. Jade se rapprocha d'elle et la prit par la taille. Ne t'inquiète pas, affirma-t-il confiant, ils ne sont pas stupides au point d'agresser des étrangers qui leur sont, d'un point de vue technologique, très supérieurs. J'espère que tu as raison, soupira-t-elle. J'ai toujours raison, répliqua-t-il. Nadioska ne put s'empêcher de sourire. Qu'est-ce que tu peux être stupide ? La délégation emprunta les mêmes couloirs que la veille, entourée des gardes. Les Kriegans présents s'écartaient sur leur passage, leur attitude oscillant de l'inquiétude à la curiosité. Après quelques minutes de marche dans cet environnement déroutant, ils se retrouvèrent face aux 3 membres du gouvernement. Ils attendaient debout devant leur bureau sur lequel étaient étalés quelques dossiers. « Nous voici comme vous l'aviez demandé », commença Dvalim en s'inclinant légèrement. « Même endroit, même heure. » Praxol acquiesça de la tête. Puis, s'adressant aux soldats qui entouraient la délégation, « Vous pouvez disposer », ordonna-t-il. Mais, monsieur, tenta de protester le gradé qui commandait le peloton. « Laissez-nous seuls avec eux », insista Praxol en montant le ton. Le militaire décida d'obéir sans poser de nouvelles questions, et organisa le départ de sa section. Le chef du gouvernement attendit que la salle se soit vidée de toutes les oreilles indésirables avant de prendre la parole. Nous avons discuté avec nos archivistes toute la journée d'hier, ainsi qu'une bonne partie de la nuit, affirma-t-il. Il devait avoir plein de choses à se dire alors, répliqua Jade dans le Naal, tandis que Nadioska se pinçait les lèvres pour tenter de dissimuler un sourire. Nous avons décidé de vous montrer certains de nos documents les plus anciens, dit Praxol. Mais je vais vous demander, avant cela, de ne jamais révéler à notre population ce que vous allez voir dans ces archives. Si nous apprenons que, d'une manière ou d'une autre, vous avez diffusé ces informations, nous serons dans l'obligation de rompre tout contact avec vous, de vous considérer comme des ennemis de notre peuple et de vous déclarer la guerre. Dans ce cadre, nous n'hésiterons pas à tirer à vue sur vous ou bien sur vos engins spatiaux. Nous garderons ces renseignements pour nous,
affirma Dvalim, bien que pour le moment, je ne comprenne pas pourquoi vos archives sont si secrètes. Vous allez peut-être bientôt saisir, soupira Praxol. En attendant, suivez-moi. Puis, il se tourna vers les deux autres membres du gouvernement. Inutile que vous veniez, leur dit-il. Je vais m'occuper seul de cette affaire. Les interpellés acquiescèrent et s'assirent à leur bureau, prêts à reprendre leur travail là où ils l'avaient laissé. Praxol se dirigea, quant à lui, vers une porte en verre qui se voyait à peine au milieu de tous les murs transparents de la salle. Il devrait éviter de tout nettoyer aussi bien, nota Jade dans le Nahal. On ne remarque presque pas les obstacles dans leur construction. J'imagine qu'ils ont des hôpitaux spécialisés dans les soins des bosses, supposa Iridris. Irid, mais tu fais de l'humour, s'exclama Jade. Qu'est-ce que tu crois, que tu as la palme d'or de la subversion, répondit-elle avec un sourire. Tu as vraiment une mauvaise influence sur ton entourage, affirma Nadioska à l'attention de Jade. Et ce n'est rien de le dire, soupira Dvalim. Arrivé devant la porte, Praxol sortit une petite clé de son pantalon et la glissa dans le verrou, qui contrairement au reste, était fait de métal. Monsieur, s'étonna alors Jade à haute voix dans la langue Krigan. Pourquoi verrouiller une porte en verre? Si quelqu'un souhaite passer sans posséder cette clé, il lui suffit de la briser. D'un geste brusque, Praxol se retourna vers lui, le visage rouge de colère. Voilà une idée hautement subversive, s'exclama-t-il outré. Casser un objet en verre est totalement interdit par nos lois, le contrevenant est passible d'enfermement à vie. Oh, fit Jade, cela semble un peu. Dvalim envoya un regard noir à son fils pour l'avertir de bien faire attention à ce qu'il allait dire. Un peu, dur, hésita Jade. La population doit être maîtrisée, affirma Praxol en ouvrant. Ah, d'accord, je vois, s'exclama Jade dans le Nahal. Le chef du gouvernement Krigan prit la tête du groupe et emprunta un grand couloir qui se terminait par une nouvelle porte fermée à clé, à une différence près, celle-ci était faite de verre opaque. Tiens, nous voici arrivés dans une section qui cache quelque chose, nota Jade. Praxol ouvrit, dévoilant un long corridor dont le sol et les murs se révélaient eux aussi impénétrables. Même si la lumière du jour filtrait, il semblait impossible de voir à l'extérieur, et bien sûr, depuis l'extérieur d'observer ce qu'il pouvait se passer à l'intérieur. Nous allons devoir descendre des escaliers, prévint Praxol en se retournant vers la délégation. Veuillez faire attention, les marches sont dangereuses, elles sont faites en pierre. Quoi, s'exclama Jade dans le Nahal. De la pierre? J'ignorais que ça pouvait exister sur cette planète. Ils hésitent à l'utiliser, car c'est un peu trop subversif, déclara Nadioska. Jade lui décocha un grand sourire, quant à Dvalim, il se contenta de soupirer. À quelques mètres devant eux, des marches s'enfonçaient sous terre. Si les premières se trouvaient en verre, elles disparurent bientôt pour laisser place à de la pierre, ce matériau devint peu à peu le seul présent, sur le sol ou bien les murs. Praxol prit la tête du groupe et descendit avec précaution. Au lieu de se sentir plus à l'aise dans ces couloirs qui ressemblaient plus à ce qu'ils avaient l'habitude de voir, la délégation fut lentement envahie par un sentiment d'oppression. Les pierres semblaient vieilles de plusieurs centaines d'années, voire plus, tandis que celles des marches, irrégulières et usées par les milliers de pas qui les avaient empruntées, étaient glissantes et rendaient la progression difficile. Cette construction me paraît très ancienne, constata Dvalim à haute voix en regardant autour de lui. Seuls les membres du gouvernement et nos archivistes en connaissent l'existence, annonça Praxol. Pourquoi cachez-vous cet endroit à votre population? Le peuple n'a pas besoin de savoir cela, répondit sèchement le Krigan. Je ne comprends pas pourquoi, insista Dvalim, en brisant quelque peu les consignes qu'il avait lui-même données à la délégation avant de partir. Nos ouvriers doivent uniquement maîtriser ce qui leur est nécessaire pour vivre et travailler. Le reste n'a pas d'importance pour eux. Il s'agit de nous, l'élite de notre monde, qui possédons la charge de nous occuper des archives. J'adore cette planète, ironisa Jade. Cette fois, Dvalim ne dit rien, car exceptionnellement, il était du même avis que son fils. Ils continuèrent à descendre plusieurs mètres sous terre avant d'arriver aux toutes dernières marches. Devant eux s'étendaient de longs corridors de pierre avec de multiples embranchements.
Des ampoules, à la lumière jaune vacillante, pendaient nues au plafond, bougeant légèrement au gré des mouvements d'air qui parcouraient les couloirs, tandis que des fils électriques, laissés apparents, couraient le long des murs. Une vague odeur de moisi régnait ici. L'ambiance lugubre de l'endroit généra un frisson désagréable dans le dos de Nadioska. Machinalement, elle se colla à Jade et lui prit le bras. « Ne vous amusez pas à essayer de visiter seul cet endroit », prévint Praxol. « Il est facile de s'y perdre. Contentez-vous de me suivre. » Cela dit, il s'avança résolument. La délégation Siliane, plus hésitante, restait non loin derrière. Le bruit de leurs pas se répercutait le long des murs en pierre, tandis qu'à leur passage, les ampoules créaient des jeux d'ombres inquiétants. Nadioska ne put s'empêcher de se retourner à plusieurs reprises, persuadée qu'un être malveillant et intangible la traquait, n'attendant que le bon moment pour lui sauter à la gorge. Au bout de 10 mètres, Praxol prit un couloir sur sa gauche, puis un peu plus loin, bifurqua sur la droite et avança ainsi pendant plusieurs minutes, jetant de temps en temps quelques coups d'œil derrière lui pour s'assurer que toute la délégation le suivait. « Je ne la sens pas tellement cette histoire », avoua Jade dans le Nahal au bout d'un moment. « Moi non plus », fit Nadioska observant autour d'elle de façon inquiète et en resserrant son étreinte sur le bras de Jade. Au détour d'un embranchement, ils croisèrent un homme, entièrement vêtu d'une grande robe noire munie d'un capuchon qui cachait en partie son visage. Sans émettre le moindre bruit de pas, il passa à côté d'eux, sans les regarder et tourna dans un autre couloir. « Qui était cet homme ?» interrogea Jade curieux, se demandant presque s'il n'avait pas rencontré un revenant. « Juste un archiviste », répondit Praxol, comme si cela allait de soi. Après plusieurs minutes de déambulation dans ces lugubres couloirs, et après avoir croisé 3 nouvelles personnes, ils arrivèrent enfin dans une immense salle dont les murs en pierre étaient presque entièrement cachés derrière de multiples pans de bibliothèque, au bois sombre et massif, et grimpant jusqu'au plafond voûté. Au centre, d'autres meubles, remplis de livres et au style identique, divisaient l'espace en petites sections. Une bonne dizaine d'employés s'affairaient, tous habillés de larges robes noires à capuchon, comme d'étranges fantômes errant de façon silencieuse dans cet endroit. 2 grandes tables ainsi que quelques chaises complétaient le mobilier. Ils paraissaient avoir été faits dans le même bois sombre, et possédaient une allure brute et inconfortable. « Nous y voici », annonça Praxol. Venu d'un coin de la salle, un homme s'approcha d'eux, sans faire le moindre bruit. Il était vêtu de l'habituelle tenue des archivistes, à cette différence près qu'elle était d'un marron foncé, ce qui n'était pas sans rappeler les nuances du bois des bibliothèques. « Il n'aime pas les tonalités vives ici », constata Jade. « La prochaine fois que je reviens sur cette planète, je m'habille en rose de la tête aux pieds. » « Très bonne idée », s'exclama Ilan qui suivait la délégation grâce au Nahal comme presque tous les Silians d'ailleurs. Il s'agit d'une superbe couleur qui illumine le teint. Il me donne la chair de poule, avoua Nadioska qui n'avait pas du tout envie de rire des remarques des 2 Silians. En plus, j'ai une drôle d'impression. Laquelle ? demanda Jade. Je connais presque cet endroit, comme si j'étais déjà venu ici. Ça me rend vraiment mal à l'aise. Je vous présente Cardan, dit Praxol, en coupant le dialogue silencieux. Il s'agit de notre archiviste en chef. L'homme s'inclina légèrement devant les étrangers. Heureux de vous rencontrer Cardan, dit Dvalim en s'inclinant à son tour. Cardan ne répondit pas et évita le regard de Dvalim en baissant brusquement les yeux. Bien que le haut de son capuchon cachait la plus grande partie de son visage, la délégation Siliane remarqua qu'il possédait un teint extrêmement pâle, presque maladif. Cardan va vous fournir les documents, qui vont peut-être vous éclairer, reprit Praxol. L'archiviste acquiesça de la tête, leur tourna le dos et s'éloigna d'eux sans le moindre bruit. Veuillez vous asseoir, dit Praxol en leur indiquant les chaises en bois autour de la table. Les Silians s'installèrent et le chef du gouvernement fit de même. Vous ne nous avez pas expliqué grand-chose, dit Dvalim. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi nous nous trouvons en ce lieu. Pourquoi devrions-nous lire certains de vos documents ? Il est important que vous sachiez que seule une petite minorité de notre population connaît l'histoire de notre civilisation. Ce que vous allez apprendre sont des informations uniquement maîtrisées par une poignée de personnes sur cette planète. Ça explique les souvenirs des 2 pilotes que nous avons récupérés, signala Jade dans le Nahal. On avait l'impression qu'ils ne possédaient aucun passé. Il y a bien longtemps, continua Praxol ignorant cet aparté,
des milliers d'années même, nos ancêtres vivaient ici, sous terre, dans ces galeries. Il marqua une pause tandis que les membres de la délégation regardaient autour d'eux, imaginant les conditions de vie de ces gens à plusieurs mètres sous la surface. Ce ne devait pas être très plaisant, constata Dvalim. Qu'est-ce qui les avait poussés à faire cela ? Praxol réalisa une grimace et soupira avant de répondre. Oh, bien sûr, jadis, ils possédaient des villes entières à l'air libre, mais, un terrible ennemi existait au-delà des étoiles. Un jour, ils sont venus, ont sauvagement attaqué nos ancêtres, sans aucune raison, et les ont laissés pour morts. Ces assaillants sont toujours là, nous le savons. Nous gardons la population dans l'ignorance afin qu'elle ne s'inquiète pas de façon inutile, car s'ils décidaient de reprendre les combats, ils pourraient réduire notre planète à néant, sans que nous ne puissions rien faire. Dans ce cas, pourquoi en parler au peuple ? Il haussa les épaules, persuadé qu'en tant que dirigeant, il agissait pour le mieux. Pour une fois, Jade ne trouva rien de drôle à dire, au contraire, ce qu'il venait d'entendre le préoccupait. Nos ancêtres nous ont laissé des documents, continua le chef du gouvernement. Beaucoup ne concernent que des récits historiques ou bien des traités scientifiques. Nos archivistes passent la majeure partie de leur temps à les étudier, mais doivent avouer qu'ils ne comprennent que peu de choses. Il soupira en confessant, il semblerait que d'un point de vue purement technologique, nous ayons régressé. Seulement d'un point de vue technologique, s'exclama Jade dans le Nahal. Mais sa réflexion ne fit rire personne parmi les Silians et ne tira même pas un sourire chez Nadioska. Mais ces archives-là ne vous concernent pas, reprit Praxol. Ce qui vous intéresse, c'est ceci. Cardan revenait vers eux, les bras chargés de nombreuses feuilles de papier en vrac. Il les déposa sur la table à côté de Praxol et s'éclipsa rapidement. Vous souhaitiez obtenir des informations sur Orlim, demanda Praxol à Nadioska qui sentit son cœur battre plus vite en se disant qu'elle allait peut-être récolter quelques réponses concernant les multiples questions qui la tracassaient. Oui, Orlim le maître de l'oracle, affirma-t-elle. Nous savions qu'un jour quelqu'un viendrait nous parler de cet homme. Lui-même nous avait prévenus. Il nous a fourni ces notes en nous laissant comme prescription de les donner à la femme qui arriverait des étoiles et prononcerait son nom devant un représentant du gouvernement. Cela fait des lustres que nous conservons ces papiers. Avec le temps, nos archivistes avaient fini par penser que cette histoire n'était qu'une élucubration sans importance, mais par mesure de précaution, une consigne était passée à chaque dirigeant lors de son entrée en fonction. Imaginez à quel point nous avons été stupéfaits par votre venue et par votre demande. Il poussa les feuilles vers ses invités. Nous les avons parcourus et avons essayé de les comprendre, mais tout cela reste obscur pour nous. Nous espérons que vous y trouverez ce que vous cherchez. Jade prit quelques pages en vrac, rapidement imitées par Nadioska, Iridris et Dvalim. Tandis que les Silians s'abîmaient dans la lecture, Praxol les quitta pour aller discuter avec les archivistes. Des caractères minces et élégants couvraient les feuillets. Ils ressemblaient tellement à ceux des Silians que personne parmi la délégation n'eut aucun doute quant au fait que celui qui les avait écrits était un de leurs ancêtres. En mettant ce qu'ils déchiffraient en commun grâce au Nahal, ils purent reconstituer la totalité du texte. Bonjour Céliane. Je sais qu'un jour, dans bien longtemps, tu viendras et demanderas des informations sur moi. J'ai laissé des consignes afin qu'on te fournisse ces quelques pages qui te seront utiles à toi et à tes 4 compagnons pour accomplir ta quête. La civilisation ilarienne, ma civilisation, est en train de disparaître. Je n'ai plus que quelques centaines d'heures devant moi avant l'attaque finale dans laquelle je vais perdre la vie. Mais peu importe, l'essentiel c'est qu'une partie d'entre nous survive et que ces notes parviennent jusqu'à toi afin que tu évites le désastre qui anéantira définitivement nos enfants. Une civilisation inconnue de nous est venue un jour dans notre galaxie, et a ouvert le feu sur nous sans que nous ne comprenions pourquoi. Incapables de prononcer leur nom, nous les avons appelés les Innommables. Cela fait 3 années solaires qu'ils nous assaillent sans répit. Leur prochaine et dernière destination est Ilaria, notre planète mère. Je les attends, résignés. Notre grand conseil a demandé la fabrication d'une machine de guerre terrifiante pour nous défendre. Malgré toutes nos précautions, nous en avons perdu la maîtrise, nous ignorons toujours pourquoi. 5 objets, appelés les clés du pouvoir, avaient été construits pour maintenir l'arme ultime sous notre contrôle. Cela n'a pas fonctionné, tu dois en dénicher la cause. Il est important que toi et tes compagnons partiez à la recherche de ces clés. En chacun de vous, vous possédez toutes les informations nécessaires qui vous permettront de les découvrir et de les activer. Elles contiennent les âmes des Ilariens les plus remarquables,
vous apprendrez beaucoup à leur contact, mais surtout, vous devrez reprendre la maîtrise de l'arme ultime, car elle se situe quelque part, prête à détruire des races entières. Cette arme est une véritable abomination, nous n'aurions jamais dû la construire. Je sais que les innommables se trouveront toujours là à ton époque. Toi et tes compagnons devrez faire preuve de la plus grande prudence. Tu n'as pas le droit d'échouer, mais votre condition reste fort délicate. J'ai vu votre vaisseau cité, et il ne résistera pas si les innommables l'attaquent. Il est inconcevable que vous mouriez, car vous êtes les enfants de Zilaria. Je pense avoir fait tout ce qu'il fallait pour vous faciliter la tâche, mais vous devrez, malgré tout, révéler toute l'amplitude de votre courage, ainsi qu'une forte solidarité entre vous. Je vous en prie, n'abandonnez pas. À travers le temps, je vous envoie tout mon amour. Orlim, le maître de l'oracle. Le reste des pages donnait des indications plus techniques concernant l'endroit où se situait chacune des clés, ainsi que des précisions sur les événements arrivés depuis l'apparition des innommables dans la galaxie hilarienne. Nadioska se sentait troublée par ce message. Elle abandonna la lecture des autres feuilles pour réfléchir, tandis que Jade et Iridris tentaient de déterminer les positions des différents objets. « Que pensez-vous de tout cela ?» lui demanda Dvalim à voix haute. « Je ne sais pas trop, » murmura-t-elle. « J'ai l'étrange impression que quelque part en moi, je connaissais déjà tout cela, mais sans en avoir conscience. Il s'agit d'une sensation très perturbante. » Praxol revint vers eux et reprit sa place autour de la table. « Ces notes vous apportent-elles des réponses ?» s'enquit-il. « Plutôt de nouvelles questions, » répliqua Iridris sans lever le nez des papiers qu'elle avait en main. « Praxol, accepteriez-vous que nous vous empruntions ces archives ?» demanda Dvalim. « Nous aurions besoin de les étudier. » Le chef du gouvernement resta silencieux pendant plusieurs secondes. Il observa, un à un, chacun des membres de la délégation, puis il reprit la parole. « Avez-vous l'intention de faire ce qui est dit dans ces papiers ? Souhaitez-vous récupérer cette arme ultime et de détruire nos ennemis ?» Dvalim hésita à son tour. « Eh bien, il s'agit d'une question délicate, » avoua-t-il. « Nous estimons que toute vie est digne d'exister et que nous n'avons pas le droit de tuer. » « Mais ces innommables ont massacré nos ancêtres, » répliqua Praxol avec force. « Ils nous ont forcés à vivre sous la terre durant des centaines d'années, à rester cachés, terrifiés par la simple pensée que ces monstres se trouvaient là, quelque part. Quand les premiers hommes ont osé sortir pour s'établir à la surface, ils avaient si peur d'une attaque venant du ciel que les premiers bâtiments qu'ils construisirent furent des tours de garde où ils se relayaient constamment. » « Je comprends tout à fait votre rancœur, » reprit Dvalim, « d'autant plus que vos ancêtres sont également les nôtres et que jadis, nous-mêmes avons beaucoup souffert des innommables qui, d'après cette lettre, nous ont poussés à fuir cette galaxie. Malgré tout, nous ne pouvons pas nous complaire dans la haine et le désir de vengeance. Nous devons découvrir une autre façon d'aborder les événements, cela fait si longtemps, des milliers d'années se sont écoulées. Votre peuple a-t-il eu récemment à subir des attaques de ces êtres ? Praxol se renfrogna. Non, avoua-t-il. Mais nous savons, grâce aux archives, qu'Orlim a vu qu'il se trouverait encore là à notre époque. Et si vous avez lu correctement ce qu'il a écrit, il nous met tous en garde contre ces innommables. Il reste là quelque part, prêt à nous exterminer. Pour une raison que nous ignorons, intervint Jade. Et si la meilleure solution était déjà de comprendre pourquoi ils avaient attaqué nos ancêtres ? Praxol leva les bras au ciel. Ils voulaient éliminer notre race, s'exclama-t-il avec colère. Nous tuer tous pour s'installer sur nos mondes. Alors, pourquoi ne pas avoir détruit Krigal ? Insista Jade. Pourquoi avoir laissé votre civilisation s'étendre sur cette planète sans donner l'assaut une seule fois ? Je l'ignore, avoua Praxol. Je crois que mon fils a raison, dit Dvalim sans cacher une pointe de fierté dans sa voix. Au lieu d'utiliser cette arme ultime, sans nous poser de questions, nous ferions mieux d'essayer de comprendre les motivations de ces attaques, et si possible, prendre contact avec cette race. Le nom même qui leur a été donné, les innommables, cela induit trop d'aspects négatifs. Nous devrions dépasser notre rancœur, et pour commencer, nous devrions leur fournir une appellation correcte. Praxol secoua la tête. « Que vous êtes naïf !» s'exclama-t-il. « Dans la nature, il y a deux sortes d'animaux, les prédateurs et les proies. Que croyez-vous, que les carnivores vont brusquement se mettre à brouter de l'herbe parce que vous les dénommez autrement ? Nous ne parlons pas d'animaux en ce moment, continua Dvalim. Il s'agit d'êtres intelligents, ayant créé une civilisation,
capable de réflexion complexe et de construction de vaisseaux spatiaux. La première chose que nous devrions faire avec eux, c'est communiquer. Nos ancêtres ont essayé, et vu le résultat, si j'étais vous, je tirerais en premier. Alors que Dvalim allait reprendre la parole, une vague d'affolement mêlée à une intense surprise balaya toutes les personnes connectées au Nahal. Alerte au point de transport principal, hurla un Silian dans le Nahal. Nadioska sursauta, tandis que Jade et Iridris abandonnaient brusquement le déchiffrage des coordonnées spatiales des clés du pouvoir. Que se passe-t-il demanda Dvalim. Nous avons 2 intrus, ici, à bord du Vakniel, répondit l'homme qui avait lancé l'alarme. 2 intrus, s'exclama Dvalim, mais comment est-ce possible? Voyez par vous-même, le Silian diffusa alors à travers le Nahal ce qu'il voyait de ses propres yeux. Au centre d'un des cercles de téléportation mécanique, 2 hommes étaient apparus quelques secondes auparavant, et se tenaient là, quasiment immobiles. L'un des 2 portait une armure bleu foncé, un court poignard dans une de ses mains qu'il maintenait pressé contre la gorge de l'autre. Nétias, s'exclama Jade à voix haute. Netona, s'étonna Iridris, elle aussi à voix haute. Comment sont-ils arrivés sur le Vakniel demanda alors Dvalim dans le Nahal. Nous pensions que tous nos téléporteurs avaient été détruits avec la venue de l'ordre, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas, supposa Ilan. Visiblement, oui, reprit Dvalim en se levant brusquement. Nous devons partir immédiatement, dit-il à voix haute à l'attention de Praxol. Un problème ? S'enquit le chef du gouvernement Krigan qui ne comprenait en rien les réactions bizarres de ses invités. Oui, mais rien à voir avec vous, le rassura Dvalim. Nous avons un petit désagrément, domestique. Bien, dans ce cas, je vais vous raccompagner à votre vaisseau. Pourrions-nous vous emprunter ces documents demanda Iridris. Nous vous promettons de vous les rendre quand nous les aurons déchiffrés. Ils vous sont destinés, répondit Praxol. Gardez-les. Merci, reprit Dvalim. Nous reviendrons un peu plus tard, pour vous tenir au courant de nos recherches. Mais dans l'immédiat, une affaire urgente requiert toute notre attention. La délégation se dirigea vers le Vakniel aussi vite qu'elle le put. Quand ils arrivèrent dans la salle du téléporteur mécanique où étaient apparus Netona et Nétias, la situation n'avait pas beaucoup évolué. Ilan tentait en vain de persuader Netona de laisser tomber son poignard, mais au lieu de cela, le lieutenant de l'ordre nouveau avait augmenté sa pression, et quelques gouttes de sang s'étaient formées sur la gorge de son prisonnier. Jade entra dans la pièce comme un diable sortant de sa boîte et se planta à 3 mètres de Netona. « Lâchez-le » ordonna-t-il d'une voix forte empreinte de colère. « Je vous connais, n'est-ce pas » demanda calmement Netona en l'observant les yeux plissés. « Oui, on s'est déjà rencontrés tous les 2, répondit Jade en fronçant les sourcils. « Et je n'en garde pas un bon souvenir. » Moi non plus, murmura Netona en se rappelant qu'il était mort une seconde fois à cause du Silian. « Lâchez-le, insista Jade. Vous ne pourrez jamais repartir de toute façon. Je vous conseille de vous rendre. » Netona se mit à ricaner. « Bien sûr que je vais repartir, affirma-t-il. Vous allez me renvoyer sur votre planète, sinon, je n'hésiterai pas à le tuer. » Jade serra les poings, pris d'une furieuse envie d'en découdre avec cet homme. Pendant ce temps, Iridris, qui observait la scène depuis l'entrée de la salle, refluait discrètement dans le couloir. « Jade, je vais me faufiler derrière lui, signala-t-elle grâce au Nahal. Détourne son attention pendant que je me mets en place. Ensuite, nous devrons agir de concert. » Pas de problème, répondit Jade. Ne faites rien de dangereux, s'exclama Nadioska anxieuse. Ne t'inquiète pas, on maîtrise la situation, affirma Jade en réalisant quelques pas de plus vers Netona. Restez où vous êtes, ordonna ce dernier. Ne m'obligez pas à le tuer. De toute façon, vous ne pouvez pas, déclara Jade. Si vous le tuez, vous n'aurez plus de moyens de pression sur nous, alors, réfléchissez un peu et rendez-vous sur le champ avant que cela ne dégénère. Derrière le lieutenant et son prisonnier, Iridris venait de se téléporter. Elle s'approcha aussi silencieusement qu'un chat, tandis que Jade continuait. « Lâchez votre arme. Vous ne partirez pas d'ici de toute façon. » « Je suis prête, » signala Iridris qui se tenait maintenant à moins d'1 mètre des 2 hommes. « Je vais bloquer son bras,
pendant ce temps essaie de dégager Nethias de son étreinte. Quand tu veux, répondit Jade. Elle bondit brusquement sur Netona et lui agrippa le bras droit qui maintenait le poignard contre la gorge de son prisonnier. Au même moment, Jade se précipita en tentant d'éloigner l'arme d'une main, tout en libérant son ami de l'autre. Nadioska, qui observait la scène avec anxiété, eut un mouvement vers l'avant, aussitôt arrêté par Ilan qui se tenait à côté d'elle. En un bref instant, Jade réussit à dégager Nethias, tandis qu'Iridris plaquait Netona au sol. Elle le maintint ainsi avec une force qui étonna le lieutenant de l'ordre, incapable de se soustraire à son étreinte. D'autres Silians se précipitèrent, aidant la jeune femme à immobiliser l'intrus. « Merci, dit Nethias à Jade. » Le Silian grimaça et jeta un œil à sa main gauche. Une entaille dans le creux de sa paume laissait couler un filet de sang. « Tu vas bien ?» s'inquiéta Nethias. N'y tenant plus, Nadioska se dégagea de la poigne d'Ilan et s'élança pour regarder la blessure de Jade. « Ce n'est rien, dit-il. » En voyant la réaction de Nadioska, il ne put s'empêcher de sourire. Même si l'estafilade semblait peu profonde, la jeune femme appela tout de même un médecin dans le Nahal. « Et vous, monsieur, vous allez bien ?» demanda-t-elle ensuite à Nethias. « Oui, je dirais même parfaitement bien », s'exclama-t-il en se laissant aller à une accolade chaleureuse avec Jade. 3 Silians arrivèrent dans la salle. 2 d'entre eux apportaient une fine corde argentée, ils se dirigèrent résolument vers Netona. Le 3e était Natak, le médecin ébouriffé, il examina brièvement la blessure de Jade. « Il ne s'agit que d'une égratignure », s'écria-t-il en jetant un coup d'œil à Nadioska. « D'après votre description, je croyais qu'il était en train de se vider de son sang et d'agoniser. » Jade sourit de plus belle, tandis que la jeune confédérée se mettait à bouder ouvertement. « Je n'ai jamais dit ça, » répliqua-t-elle en haussant les épaules. Vexée, elle reporta son attention sur Netona que les Silians s'acharnaient à ficeler. « Que allez-vous faire de lui ?» demanda-t-elle à Dvalim en passant par le Nahal. « Nous n'en avons pas encore la moindre idée. Nous n'avions pas prévu qu'une telle chose puisse arriver, » répondit le conseiller. « Nous devrions l'interroger, » suggéra Iridris. « J'ai une étrange impression à son sujet. » Elle s'était mise un peu à l'écart et observait ses compatriotes ficeler le lieutenant de l'ordre. Ce dernier cachait difficilement sa colère, et lançait aux alentours des regards furieux. « À quoi pensez-vous, Iridris ?» demanda Dvalim. « Je crois qu'il a son rôle à jouer dans notre recherche des clés du pouvoir, » répondit-elle. « Qu'est-ce qui te fait imaginer ça ?» s'exclama Jade qui s'intéressait à son tour à la conversation, tandis que Natak terminait de soigner sa main. Il ne s'agit que d'une intuition bizarre, mais avouez qu'il est étrange qu'il débarque ainsi sur le Vakniel au moment même où nous apprenons que nous avons une quête à effectuer. D'autant plus que nous savons que nous devons être 5 et que justement, il nous manquait une personne, continua Nadioska. Et qu'il y a également 5 clés du pouvoir, termina Ilan. Nous allons l'interroger, conclut Dvalim. Emmenez-le dans une salle sécurisée, dit-il à l'attention des Silians qui maintenaient Netona prisonnier. Puis il s'approcha de Nethias Hope. « Je suis heureux de vous accueillir sur notre vaisseau cité, » dit-il à haute voix. « Merci, » répondit Nethias. « Je suis moi-même très heureux de me retrouver ici et je le serais encore plus si vous acceptez de me garder avec vous. Dans l'immédiat, il ne semble pas très sage de vous renvoyer au sein de la Confédération. Vous serez beaucoup plus en sécurité parmi nous. » Le visage de Nethias s'éclaira d'un grand sourire. « Nous allons vous attribuer une chambre, » continua Dvalim. « Ne nous en veuillez pas si elle est peu confortable. Nous manquons toujours de place, notre Vakniel n'est pas encore terminé. » « Oh, ce n'est pas grave. Même la soute me semblera parfaite si vous n'avez rien d'autre. »« Jamais nous ne ferions ça à un de nos invités, » répondit Dvalim. « Même si cet invité est arrivé à l'improviste. » Alors que Jade escortait Nethias hors de la salle, suivi de près par Nadioska, Dvalim se reconnecta au Nahal pour y lancer une annonce générale. « Mes amis, les derniers événements nous obligent à prendre des décisions importantes pour notre avenir à tous. À partir de maintenant, j'invite chacun à participer à la réflexion. Nous avons besoin des idées de tout le monde.